En le feuilletant, je suis tombé sur une photo de l'île, avec le plan. Et sans hésiter, James l'a pointé du doigt et il a dit « Papa, c'est là que mon avion s'est crashé ». Je suis alors retourné à mon bureau pour retrouver les documents relatifs à ce navire. Et il avait bien combattu à Iwo Jima. Des choses qui sont très surprenantes. Mais je suis allé aux frontières de la mort. Ne me demandez pas de l'expliquer, parce que je l'explique pas. J'émets une énergie particulière. Je me sentais pas bien, comme si c'était réel. Plus on en connaît, moins on en connaît. Je peux pas l'expliquer. Je peux pas l'expliquer. C'est assez étrange. Et si c'était vrai? Je m'appelle Stéphane Alix, je suis journaliste d'investigation depuis plus de 20 ans. Au cours de mes différents voyages, je me suis rendu compte que de nombreuses personnes vivent des expériences extraordinaires, qualifiées le plus souvent de phénomènes surnaturels. Ces sujets méritent d'être traités avec sérieux, et c'est pourquoi j'ai décidé de mener l'enquête, une enquête consacrée à la réincarnation. La moitié de la population mondiale croit, de par sa religion ou sa philosophie, que l'âme d'une personne peut, après sa mort, revenir dans un nouveau corps. Ce phénomène est communément appelé la réincarnation. En effet, certaines personnes semblent avoir accès à des souvenirs qui ne leur appartiennent pas. Elles détiennent des informations qui ne leur ont pourtant jamais été communiquées, des compétences appartenant à des personnes mortes il y a longtemps. Pour tenter de comprendre, j'ai enquêté sur 3 cas qui défient l'entendement. Un jeune Américain assailli par les souvenirs d'un aviateur mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a commencé à avoir des cauchemars. L'avion se crachait dans la mer et je me réveillais brutalement. Un jeune Français reconnu dès l'âge de 2 ans comme la réincarnation d'un moine tibétain. Nous ne sommes pas juste notre corps physique. Ce petit enfant occidental se comportait vraiment comme un vieux maître tibétain. J'ai commencé à parler le tibétain quand j'avais 1 an. Et un peintre de renom qui reproduit à l'identique les tableaux de Léonard de Vinci, un exploit jamais réalisé depuis 500 ans. Ce qui s'est passé dans cette expérience extraordinaire de rencontre avec Léonard, c'est que le mur du temps s'est aboli. J'avais l'impression d'être guidé par un maître, que ce n'était pas ma main ni moi. Il est le nouveau Léonard de Vinci. Comment peut-on maîtriser une technique complexe, une langue difficile ou un savoir-faire unique sans jamais les avoir étudiés? Pourquoi ressent-on une familiarité avec certains lieux? Et comment expliquer ces souvenirs d'un passé que l'on n'a pas vécu? J'ai rencontré des témoins, consulté quantité d'archives, demandé l'avis d'experts. Une enquête très sérieuse afin que chacun puisse se forger un avis sur la réincarnation. Je me rends au sud des États-Unis, en Louisiane, dans la ville de Lafayette, pour rencontrer la famille Leninger. Cette famille a accepté de témoigner de l'expérience extraordinaire qu'elle vit depuis des années. Il y a Andrea, la mère, Bruce, le père, et James, leur fils unique de 15 ans, en apparence une famille comme les autres. Pourtant, depuis qu'il a 2 ans, James vit des phénomènes inexpliqués. Un pilote mort semble le hanter à travers ses rêves, presque toutes les nuits. À quoi ressemblaient tes rêves? Je volais dans un avion de la Seconde Guerre mondiale. C'est pendant une mission, et je suis touché au moteur. Et après, je percute la surface de l'eau, et je me réveille. J'étais en train de donner des coups de pied, des coups de poing, comme si je voulais briser la vitre du cockpit. Il faisait toujours le même rêve. C'était toujours la même chose. C'était fréquent, de 4 à 6 fois par semaine. Ça recommençait nuit après nuit, et quand je le réveillais, il ne se souvenait de rien. Ce cauchemar à répétition, des images d'horreur d'un avion qui s'écrase, pour ses parents, James ne vit pas un rêve normal pour un enfant de cet âge. Et est-ce que vous aviez peur? Oui, j'ai eu très peur. C'était effrayant à voir. Bruce et Andrea sont perdus. Pourquoi leur petit garçon fait-il ce cauchemar violent? Et qui est cet homme prisonnier d'un avion en perdition?
James grandit et ses dessins représentent invariablement des troupes américaines engagées en mer. Il n'est question que de bateaux et d'avions violemment détruits. Bizarrement, les tenues de super-héros ou les petites voitures n'ont aucun intérêt pour lui. Seuls les avions et les uniformes de pilote semblent le combler. Il va d'ailleurs surprendre ses parents avec des connaissances inattendues en aéronautique. On était dans un magasin. Il y avait un bac à jouets à l'extérieur avec des camions et des avions. Alors, James a choisi un petit avion et quand je lui ai donné, je lui ai dit « Tiens, regarde, il y a une bombe en dessous. » Et il m'a répondu « C'est pas une bombe, maman, c'est un réservoir secondaire. » Un réservoir secondaire? Je ne savais même pas ce que c'était. En effet, qui peut savoir en regardant ces images que le cylindre sous les ailes de l'avion n'est pas une bombe, mais un deuxième réservoir? Comment James a-t-il accès à ces connaissances? Mais il a que 2 ans, comment peut-il savoir ça? Pour James, les cauchemars de cet avion détruit en vol continuent. Alors qu'il s'exprime de mieux en mieux, il donne à ses parents une information capitale concernant un détail de son rêve. On était assis tous ensemble un soir et Bruce lui a demandé « Est-ce que tu sais d'où décollait ton avion ?» Il a répondu « Il décollait d'un bateau. » « Et tu te souviens du nom du bateau ?» Il a dit le Natoma. J'ai dit Natoma? Ça a l'air d'être un nom japonais. Il a eu l'air excédé, il m'a dit non, non, c'est américain. Je n'ai jamais vu ça dans aucun livre, et il n'y avait aucune chance qu'il ait pu lire cela à 2 ans. Alors je suis allé sur Internet. Ça m'a pris environ 1 heure, et j'ai trouvé un lien à propos d'un porte-avions de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'appelait le Natoma Bay, et il avait fait la guerre du Pacifique contre les Japonais. Le Natoma a bel et bien existé. Il s'agit d'un porte-avions qui était dans le Pacifique lors de la guerre contre les Japonais. Comment un jeune garçon de 2 ans peut-il avoir une telle information alors que même ses parents l'ignorent? Et vous avez ressenti quoi, là? Ça m'a donné la chair de poule. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était contempler l'image de ce navire en mer. C'est tellement choquant parce que c'est vrai. Mais le père de James n'est pas au bout de ses surprises. Un jour, alors qu'il feuillette avec son fils un livre sur la Seconde Guerre mondiale, James va réagir d'une façon surprenante. 2 mois plus tard, j'ai trouvé un livre sur la bataille d'Iwo Jima. En le feuilletant, je suis tombé sur une photo de l'île, avec le plan. Et sans hésiter, James l'a pointé du doigt et il a dit « Papa, c'est là que mon avion s'est crashé. » Je suis alors retourné à mon bureau pour retrouver les documents relatifs à ce navire. Et il avait bien combattu à Iwo Jima. C'est incroyable. Les 2 informations données par James, le nom du navire et celui d'un lieu au Japon, se recoupent de façon indiscutable. Le porte-avions Natoma a bien navigué à proximité de l'île d'Iwo Jima pendant la guerre du Pacifique, en 1943. Comment James peut-il le savoir? Comment a-t-il pu simplement reconnaître une île d'après une photo aérienne dans un livre? Stupéfait, ses parents décident de l'interroger afin d'obtenir d'autres détails. On lui a demandé s'il se souvenait d'autres aviateurs avec qui il aurait volé et il a dit Jack Larson. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais d'où a-t-il sorti ce nom? J'avais donc le navire, j'avais le nom d'un homme et j'avais le lieu. Avec ça, Bruce avait suffisamment d'informations pour commencer des recherches sérieuses. Jack Larson a-t-il réellement existé? L'enquête va-t-elle montrer un lien entre tous ces éléments? À qui appartiennent les souvenirs de James? Ce que Bruce et Andrea sont sur le point de découvrir dépasse l'entendement. Je poursuis mon enquête en France, au Louvre. C'est là qu'est exposé le tableau le plus célèbre, mais aussi le plus mystérieux au monde, la Joconde. Pour réaliser cette œuvre, Léonard de Vinci, peintre, ingénieur et inventeur de génie, a utilisé une technique d'une complexité inouïe. Un véritable mystère, irrésolu depuis plus de 500 ans. Pourtant, un homme a réussi à en percer les secrets. Il s'appelle Jacques Franck. Expert de Léonard de Vinci à l'Université de Californie, il est également un peintre très doué. Depuis son plus jeune âge, il reproduit à l'identique les œuvres extrêmement complexes de Léonard de Vinci. Son travail a été mis en avant par la presse du monde entier parce qu'il est le seul à avoir expliqué la manière dont la Joconde a été peinte au début du XVIe siècle.
Quel lien privilégié Jacques Franck entretient-il avec Léonard de Vinci? À quel âge avez-vous commencé à vous intéresser au dessin et à la peinture? À l'âge de 6 ans. Et votre intérêt pour Léonard de Vinci est venu à quel moment? Un peu plus tard, en voyant un livre que ma mère m'avait offert, je suis tombé, après tant d'autres choses bien différentes, sur la Joconde. Donc on peut considérer que j'ai 7 ans et demi, 8 ans, et immédiatement, j'ai eu un choc. Un choc me disant, ça c'est l'œuvre supérieure par excellence, elle est parfaite. Et en même temps, j'ai eu cette impression curieuse de l'avoir toujours connue, sans qu'on puisse l'expliquer, comme une sorte de coup de foudre. Au fond, la Joconde a sur moi, à l'âge de 7 ans, effectué une prise de possession de tout mon être instantanément. Cette intimité de Jacques Franck avec l'œuvre de Léonard de Vinci prend racine dès la plus tendre enfance et ne le quittera plus. Il prend dès lors une décision pour le moins étonnante pour un enfant de son âge. Ma mère m'a offert un ouvrage sur l'apprentissage du dessin et j'ai décidé de le copier à la perfection. Je resterai assis sans manger et le temps qu'il faudra jusqu'à ce que ce soit parfait. Ou je dessine ou je meurs. La peinture que Jacques décide de reproduire est encore une œuvre de Léonard de Vinci. Il s'agit de la Vierge au rocher. Donc voilà le premier dessin que j'ai réalisé d'après Léonard de Vinci à l'âge de 8 ans, 7 ans et demi, 8 ans. Comment un jeune garçon de 7 ans et demi parvient-il à maîtriser les formes et les ombres subtiles de cette œuvre majeure en seulement 12 heures? Donc vous avez appris par vous-même en une journée tout seul? Oui, de ce point de vue, je suis autodidacte. Ce n'est que 3 ans après que je vais prendre des cours de dessin. Mais quand j'arriverai aux Beaux-Arts de Boulogne-sur-Mer, j'avais déjà un dessin adulte. Le jeune garçon est si doué que ses professeurs le remarquent. À l'âge de 11 ans, il intègre le cours supérieur. Ses camarades de classe sont tous adultes. Et alors ensuite, vous avez... Ensuite, je n'ai plus arrêté. Il fallait que sorte ce qui était en moi depuis toujours. Comme pour Léonard de Vinci 500 ans plus tôt, la Joconde devient plus que jamais l'obsession de Jacques Franck. Pour la famille de Jacques, c'est comme si Léonard de Vinci avait pris possession des lieux. J'ai été jalouse, oui, bien sûr, de la Joconde, mais enfin, je ne pouvais pas lutter. Il était vraiment obsédé par cette peinture. Ça le hantait quasiment. Le jour et la nuit. C'est sa vie, c'est comme si c'était son frère ou lui-même. Pour lui, c'est obsessionnel. Il étudie, Léonard comme s'il étudiait sa personne lui-même. Il nous fait vivre dans cet univers. Il nous oublie de temps en temps. Il est tellement obsédé par son travail que souvent on n'a pas beaucoup de temps avec lui. Quand on l'a au téléphone, il est en train de travailler sur la question. J'y vais. Au revoir, mon amour. Bisous. Bisous. T'embrasses tout le monde à la maison. D'accord. Mais comment les experts de Léonard de Vinci considèrent-ils le phénomène Jacques Franck? Pour le savoir, je décide de rencontrer Vincent Pomarède, directeur du département des peintures du Louvre. Je pense que Jacques Franck est devenu véritablement un expert de Léonard de Vinci. Son expertise repose beaucoup sur une grande intimité avec l'œuvre de Léonard de Vinci. L'intimité justement de quelqu'un qui ne se préoccupe pas seulement d'archives, d'histoire ou d'une analyse de la matière très scientifique, mais qui au contraire regarde, copie et quelque part s'approprie en fait la technique de Léonard de Vinci. Comment expliquer cette intimité dont même les experts du Louvre parlent? Jacques Franck va me révéler un secret qui ne s'explique ni par son talent, ni par son travail. C'est un rêve type qui est revenu pendant 10 ou 15 ans. Je rêvais que je jouais avec des enfants dans un ancien château fort, ou dans des ruines, ou dans un lieu avec des remparts ou quelque chose de cet ordre. Nous avions des épées de bois, nous nous bagarrions. Et puis, j'ai fini par bien mémoriser ce lieu, puisqu'il apparaissait régulièrement dans le rêve. Et quelle n'a pas été ma surprise, lorsque je suis arrivé à Vinci, en Toscane, de retrouver à Vinci ce lieu. Je décide d'accompagner Jacques Franck en Italie, sur les traces de Léonard. Cette impression de déjà-vu, vécue à travers ses rêves, est troublante. Comment peut-on ressentir une familiarité avec un lieu jamais visité auparavant? C'est tout à fait l'atmosphère, je dirais même à l'identique.
Ça vous est familier? Oui, c'est le type de décor qui est dans le rêve. Je vois très clairement une maison qui se trouve sur des remparts avec une femme qui m'envoie jouer. Et le jeu, c'est là, les remparts, les autres enfants, c'est des enfants vraiment d'un village. Or, je n'ai jamais vécu dans ma vie actuelle de situation de ce genre. Un lieu réel identique à celui de son rêve, d'où vient cette sensation d'avoir vécu ici? Et ces souvenirs d'enfance d'un passé lointain, à qui appartiennent-ils? Et vous avez ce souvenir d'être sur un endroit que vous désignez comme... Sur une sorte de promontoire absolument identique à celui-là. J'ai retrouvé cette impression de lieu familier comme j'avais eu l'impression devant la reproduction de la Joconde d'avoir toujours connu cette œuvre. C'était une nouvelle sensation de retrouvailles que je ne pouvais pas expliquer. Ces impressions-là, elles sont toujours un peu dérangeantes, quelque part. Pourquoi dérangeantes? Elles sont dérangeantes parce que c'est très inhabituel et qu'on ne sait plus dans quelle réalité on est. Jacques Franck est lui-même perplexe. Comment expliquer son intimité avec l'œuvre de Léonard? Pourquoi se sent-il chez lui à Vincy, dans le village natal du peintre? Le mot « familiarité » semble désormais bien faible, car Jacques Franck va me raconter comment il a réussi à percer un secret que Léonard de Vinci a emporté dans sa tombe. La Joconde, dont le mystère est resté entier pendant près de 500 ans, aurait-elle retrouvé son maître? Je poursuis mon enquête en Inde, à Bodh Gaya. Ici, la réincarnation est un phénomène accepté par tous. Selon la philosophie bouddhiste, les grands maîtres acquièrent leur connaissance au fil de leurs incarnations successives. Un grand maître qui décède se réincarne en un nouveau-né qui deviendra grand maître à son tour. Dans l'immense majorité des cas, le grand maître se réincarne dans un enfant proche de sa communauté. Pourtant, j'ai eu la connaissance d'un cas exceptionnel qui surprend même les bouddhistes. L'homme est français, il a été reconnu comme la réincarnation d'un grand maître bouddhiste et porte un nom tibétain, Trinley. L'étrange aventure de ce petit Français commence alors qu'il n'a qu'1 an. Lors d'un voyage en Inde, ses parents, devenus bouddhistes, suivent les enseignements du Karmapa. Le Karmapa est pour les bouddhistes l'un des plus grands maîtres après le Dalai Lama. On lui prête le pouvoir exceptionnel de reconnaître les réincarnations. Au cours d'une cérémonie rassemblant des milliers de fidèles, le petit garçon se lève et se dirige droit vers le Karmapa. C'était un maître d'une très grande présence, très impressionnant, qui était entouré comme les lamas des siècles passés, avec un très grand entourage de maîtres, etc. Donc c'était quelqu'un qui, je pense, devrait normalement intimider un petit enfant. Mais j'ai couru vers lui et je suis allé m'asseoir sur ses genoux avec beaucoup de familiarité. Et sans que mes parents ne demandent quoi que ce soit, tout de suite, le 16e Karmapa m'a remis un nom et c'est à ce moment-là qu'il m'avait reconnu en tant que Tulku. Donc Tulku, ça veut dire la réincarnation d'un maître bouddhiste. Alors là, immédiatement, vous vous asseyez sur les genoux du Karmapa et instantanément, il vous reconnaît comme étant un lama réincarné? Pour le Karmapa, on lui reconnaît une sorte de capacité à reconnaître le successeur d'un autre maître du passé défunt. Immédiatement, le jeune enfant développe des comportements très inhabituels. J'ai commencé à parler le tibétain quand j'avais 1 an. Un cas si incroyable que la presse s'en est emparée. Du haut de ses 14 mois, il comprenait ce que le maître disait en tibétain. Les Tibétains disent que je parle comme eux, exactement comme eux. Au téléphone, ils n'arrivent pas à savoir si je suis... Enfin, ils pensent tous que je suis un autre Tibétain. Donc peut-être j'avais une certaine aptitude pour apprendre une langue que je parlais dans une vie antérieure. Voilà. Une vie antérieure. C'est l'interprétation troublante des bouddhistes pour expliquer comment Trinley a pu maîtriser si rapidement le tibétain, une des langues les plus difficiles au monde. Comment est-ce possible? Il était encore à Paris quelques semaines plus tôt et commençait à peine à apprendre à parler. Le lama Tensang a été un des professeurs en enseignement bouddhique de Trinley. Il me raconte la stupéfaction générale devant de telles facilités. Tout le monde ici est émerveillé de cette faculté qu'il a de parler le tibétain. En plus, il l'a appris tout seul.
Personne ne lui a donné de leçons. Il n'a fréquenté aucune école. C'était un apprentissage spontané. Trinley parle le tibétain aussi bien que sa langue maternelle. Et les parents de Trinley ne sont pas au bout de leur surprise. Avant chaque repas, je demandais de faire une prière, on ne pouvait pas manger comme ça. Je disais sans cesse à mes parents, quand j'étais très jeune, que je voulais aller au monastère, que je voulais vivre auprès des moines. C'était mon souhait le plus cher, je le disais sans cesse à mes parents. Il fallait que tous les jours, j'aille aux différents temples et aux monastères. Et si je n'y allais pas, je me plaignais. Ma mère était réticente. Elle ne voyait pas d'où ça venait, ça venait pas d'elle. C'est ça qui est impressionnant, c'est que même si jeune, vous avez cette détermination, c'est pas courant quand même. J'ai toujours pensé que j'avais vraiment un rôle et que ce n'était pas par hasard. En effet, peut-on parler de hasard lorsqu'un jeune Français se met à parler spontanément le tibétain à l'âge de 1 an et demi, à réclamer des visites quotidiennes au monastère et des prières avant chaque repas? Les parents de Trinley sont perplexes. Que se passe-t-il dans la tête de leur fils? Devant une telle détermination, ils décident de revenir régulièrement en Inde jusqu'à accepter l'impossible. Par la suite, quand j'ai eu environ 3 ans, sur mon insistance, mes parents ont accepté que je vive avec Kalu Rinpoche. Donc ils m'ont confié à Kalu Rinpoche. Kalu Rinpoche, un très grand lama, sera son principal enseignant. Trinley devient moine à l'âge de 3 ans. Comment a-t-il réussi à convaincre ses parents de le laisser vivre au monastère, à l'âge où la plupart des enfants prennent tout juste le chemin de l'école? Pourquoi ont-ils accepté de se séparer de lui si jeune? J'ai cherché à les rencontrer, mais ni le père, ancien parlementaire français, ni la maman de Trinley n'ont souhaité s'exprimer. Pour les Tibétains, pourtant familiers de la réincarnation, Trinley est un cas à part. C'est un phénomène étrange. Je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Il avait une façon tout à fait naturelle de dire « nous » quand il parlait des Tibétains et de lui-même. En revanche, quand il disait « eux », il désignait les Occidentaux. La détermination de Trinley est si surprenante que l'on est en droit de s'interroger. Aurait-il été influencé par ses parents? Il y a des parents qui sont fans d'Elvis Presley et leur garçon a déjà un costume d'Elvis Presley à 4 ans. Est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que vos parents, étant très bouddhistes, se sont laissés embarquer et vous ont fait jouer un rôle qui n'était peut-être pas forcément le vôtre? J'ai de tout cœur suivi, si je puis dire, de ma pleine volonté, cette voie, toujours. Donc ça n'a jamais été pour moi une question de doute. Si à un moment donné, par exemple, même adolescent, souvent on se remet en cause, on questionne, mais ça, jamais je ne l'ai remis en cause. Comme tous les adolescents du monde, les jeunes moines tibétains remettent parfois tout en question et quittent définitivement le monastère. Mais la détermination de Trinley semble à toute épreuve. Pour les Tibétains, les maîtres réincarnés s'appellent des Tulku. Et même si Trinley a été reconnu Tulku alors qu'il était encore un jeune enfant, son comportement est vraiment exceptionnel pour un occidental. J'ai eu tout de suite la conviction que Trinley était bien un Tulku, car ce petit enfant occidental se comportait en tout point comme un vieux maître tibétain. Je retrouve le lama Tensang qui a connu Trinley dans sa tendre enfance, et avant lui, son prédécesseur, le maître dont Trinley serait la réincarnation. Trinley a les mêmes traits de caractère que son prédécesseur Tulku. Tous les deux étaient à la fois des érudits et des personnes d'une grande humilité. Je pense que j'ai une connexion forte aussi bien avec le prédécesseur qu'avec Trinley, qui est son incarnation aujourd'hui. J'apprends un nouveau fait marquant qui semble de nouveau lier Trinley à son prédécesseur de manière troublante. Mon prédécesseur, avant de mourir, il a écrit un poème, quelque peu testamentaire, où il disait qu'il allait renaître en Occident. Son prédécesseur disait toujours « Je veux aller en France », mais il est mort avant. C'est pourquoi, quand Trinley a été reconnu comme son successeur, Kalu Rinpoche a su avec certitude qu'il était bien sa réincarnation. Et même le nouveau Karmapa, grand dignitaire bouddhiste très sollicité, entretient une relation privilégiée avec cet occidental devenu un grand maître.
Une incroyable facilité avec la langue tibétaine, une familiarité totale avec l'enseignement bouddhique, un engagement indéfectible dans la vie monastique, autant de signes que Trinley interprète comme étant la preuve de sa réincarnation. Ce dont je suis assez sûr, c'est que j'ai dû pratiquer dans ma vie passée le bouddhisme, parce que j'ai une très grande familiarité aussi bien avec son enseignement, aussi bien qu'avec sa pratique, que je ne m'explique pas autrement. Et partout, on reconnaît à Trinley ce destin hors norme d'un enfant européen, réincarnation d'un grand maître tibétain, à qui l'on demande la bénédiction par l'offrande du foulard. Retour en Louisiane. Depuis qu'il a 2 ans, James fait le même cauchemar. Il est aux commandes d'un avion qui s'écrase en pleine mer. 2 noms ont émergé de son rêve, le Natoma, un porte-avions américain, et Iwo Jima, une île japonaise. Or, le Natoma a bien navigué autour d'Iwo Jima pendant la guerre du Pacifique. Des informations que James ne pouvait pas connaître. Un nouveau nom surgit de son rêve, Jack Larsen. Pendant 2 ans, Bruce, le père de James, compulse des centaines de documents déclassifiés dans l'espoir de trouver la trace de ce Jack Larsen. Cet homme a-t-il existé? Ils sont des centaines à porter un nom approchant. Il y avait 170 hommes pendant la Seconde Guerre mondiale qui avaient été tués et qui s'appelaient Larsen. C'était très frustrant, car je ne savais pas par où commencer. Mais je me demande, vous n'êtes pas bouddhiste. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter comme ça? Je ne croyais pas en la réincarnation. Je ne pensais pas que c'était vrai. Ce n'est que lorsque j'ai eu tous les faits en main que j'ai dû reconsidérer la question en dépit de ma foi chrétienne. Quand j'en ai parlé avec Bruce, il m'a dit « Ah non, non, c'est pas ça. Je ne dirai pas ce qu'il m'a dit, c'est un gros mot. Il m'a dit « Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas ça. » Mon but, c'était vraiment de prouver que c'était une coïncidence, que ce n'était pas vrai. Mais si ça doit être vrai, en nous aidant de ces 3 informations, on devrait pouvoir savoir. Pour préciser ses recherches, Bruce interroge son fils, mais ces étranges souvenirs ne viennent pas sur commande. Ça se déclenchait spontanément, de manière aléatoire. C'était comme une mémoire refoulée, quelque chose de profondément enfoui dans le subconscient. Si une odeur ou un son lui parvenait, alors quelque chose se déclenchait dans sa mémoire. Lorsque cela se produisait, il pouvait nous en parler. Mais dès que c'était passé et que l'on le questionnait, il n'y avait pas moyen de revenir en arrière. C'est par le biais d'associations d'anciens combattants qu'une partie du mystère s'éclaircit. Après 2 années de recherche ininterrompues, Bruce retrouve enfin les survivants qui ont servi sur le Natoma. Il lui confie la liste des pilotes morts au combat. Mais Jack Larsen n'y figure pas. Et il n'y figure pas parce qu'il est toujours en vie. Bruce va même le rencontrer. À ce moment, il y a eu un déclic. Je ne comprends pas ce qui se passe. On peut admettre le Natoma Bay. On peut admettre la coïncidence sur Iwo Jima. Mais comment peut-on identifier une personne dans un lieu précis à une date précise? Tout cela n'étant relié à rien dont lui ou nous ayons eu connaissance. Comment a-t-il pu trouver ce nom? Alors, si Jack Larsen est vivant, pourquoi James a-t-il donné son nom? Comment peut-il connaître son existence? Quel mystère lie le vétéran au jeune garçon? Jack Larsen est vivant, il ne peut donc être le pilote qui hante la mémoire de James. Bruce reprend alors ses recherches. Quel soldat mort pendant la guerre du Pacifique perturbe ainsi le sommeil de son fils? Un indice le met sur une nouvelle piste. Il remarque que James signe ses dessins d'une étrange manière. James 3. Quand je lui demandais « Pourquoi tu signes tes dessins par James 3 ?» il me répondait « Parce que je suis le 3e James. » La clé des souvenirs de James se cache-t-elle dans cette mystérieuse signature? D'où viennent les souvenirs de James Leininger, les compétences de Jacques Franck ou la détermination de Trinley Tulku? Je me rends à Charlottesville pour rencontrer Jim Tucker, le seul chercheur à se pencher aujourd'hui sur l'hypothèse de la réincarnation. À l'Université de Virginie, il poursuit les travaux de Ian Stevenson,
connu pour avoir étudié des centaines de cas de réincarnation à travers le monde. Ce que l'on voit avec les enfants, notamment quand ils sont très jeunes, c'est qu'ils racontent des histoires. Comment est-ce que vous faites pour déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux à partir de leurs récits? Oui, c'est tout le problème de l'imaginaire des enfants. Certains enfants racontent des histoires très étonnantes. Mais si on ne peut pas vérifier si ça colle avec la mort effective de quelqu'un, on ne peut pas dire si c'est de l'imagination ou autre chose. Mais dans les cas les plus intéressants, les enfants ont donné des informations précises sur des faits concrets qui correspondaient à des histoires de personnes défuntes bien réelles. Pourquoi ces transmissions de mémoire sont-elles aléatoires? Eh bien, on ne sait pas très bien, mais on a constaté que dans 70% des cas, les enfants décrivent une fin de vie qui n'est pas naturelle. Mais des accidents, des meurtres, des suicides. Cela semble accroître la possibilité d'une transmission de mémoire. Ce qui revient souvent aussi, c'est une mort prématurée. Donc il semble y avoir un lien avec les morts précoces ou les morts violentes. Mourir jeune ou de mort violente, ces circonstances favoriseraient les souvenirs de vie antérieure, ce que semble confirmer l'expérience de nos témoins. Mon prédécesseur, il est mort à 16 ans. Son avion a été touché au moteur. Il est mort sur le coup. D'après le médecin psychiatre Jim Tucker, les souvenirs de réincarnation seraient donc liés aux circonstances de la mort. Une autre observation récurrente a attiré l'attention du chercheur. La transmission de ces souvenirs d'une vie à une autre s'accompagnerait d'une émotion particulière. Ces impressions-là, elles sont toujours un peu dérangeantes, quelque part, parce que c'est très inhabituel et qu'on ne sait plus dans quelle réalité on est. Je souhaitais aller tous les jours visiter le monastère. Et si on n'y allait pas, j'étais très mécontent, je pleurais. C'était très violent. Il était sur le dos, il donnait des coups de pied, des coups de poing vers le plafond, comme s'il essayait de sortir d'une boîte. Un aspect fondamental est l'émotion que ressent l'enfant. Ils ressentent une véritable tristesse, un sentiment de perte quand ils se souviennent de la vie de la personne disparue. Mais le point important, ce n'est pas seulement le fait qu'ils aient acquis une information impossible à avoir autrement, mais qu'ils ressentent une émotion précise liée à l'histoire spécifique d'un défunt. À l'évidence, l'enfant se souvient d'une vie qu'il a vécue. Premier bilan. Si la réincarnation existe, nous pourrions nous souvenir d'une vie passée, avoir accès à l'émotion de la personne décédée et parfois même à des compétences exceptionnelles. Je retrouve Jacques Franck. Ce peintre est fasciné par Léonard de Vinci, au point qu'à 8 ans, il reproduit déjà les plus grandes œuvres du maître. Adulte, il découvre avec stupéfaction que le lieu qui hante ses rêves depuis toujours n'est autre que la ville natale de Léonard. Autre rêve troublant, une tête de Christ entourée de vapeur de sang. La vision est si claire qu'il décide de la peindre. C'est alors qu'il se passe quelque chose d'inattendu. À un moment donné, curieusement, mes mains ont commencé à agir comme si elles n'étaient pas à moi. Et j'ai commencé à dessiner le nez, les yeux, les joues avec une dextérité du pinceau dont je me savais tout à fait incapable de façon ordinaire. J'avais l'impression d'être guidé par un maître, que ce n'était pas ma main ni moi. Et puis plus tard, beaucoup plus tard, un jour, en ouvrant un livre sur Léonard, j'ai découvert un dessin de Léonard d'une tête de Christ de la Passion qui était extraordinairement analogue à ce que j'avais vu en vision. J'ai pensé qu'il pouvait s'agir de Léonard, mais je n'ai pas voulu me laisser aller à croire cette chose parce que ça me dépassait totalement. Jacques Franck n'explique ni ses rêves, ni ses mains qu'il ne commande plus. Et bien qu'il pense à la présence de Léonard de Vinci, il ne peut se résoudre à parler de réincarnation. Mais le lien étrange qui relie Jacques Franck à Léonard franchit une étape qui donne le vertige. Il est le seul homme au monde à avoir découvert la technique du maître. Un mystère que Léonard semblait avoir emporté dans sa tombe depuis plus de 500 ans. En effet, personne n'est jamais arrivé à reproduire ce voile délicat que les experts appellent sfumato. C'est là tout le mystère de la Joconde. Mais Jacques Franck va me le révéler.
C'est quoi le mystère de Léonard de Vinci? Aucun des élèves de Léonard de Vinci et aucun des copistes ne sont capables de faire quelque chose qui ressemble à ce que faisait Léonard de Vinci. En tout cas, aucun élève jamais n'a fait une copie ressemblante de la Joconde. Il n'en existait pas. Pendant des siècles, peintres et historiens ont cherché à expliquer la technique utilisée pour peindre la Joconde, sans succès. À leur tour, les scientifiques s'emparent du défi. N'importe quel tableau passé au rayon X laisse percevoir les contours et le motif général de l'œuvre. Mais ils découvrent avec stupéfaction que rien de précis n'apparaît sur les radios de la Joconde ou de la Sainte-Anne. Le contour est flou, la structure du dessin est illisible. Bref, les coups de pinceau semblent n'avoir jamais existé. Pour Ségolène Bergeon-Langle, une référence dans le domaine de la peinture, la science n'a pas réussi à expliquer la technique du maître. Il n'y a pas de traces d'instruments pour poser la matière qui soit visible, en tout cas ni en radiographie, ni en infrarouge, ni en ultraviolet. Peintre, historien, scientifique, personne ne trouve d'explication. Mais Jacques Franck va avoir une intuition fulgurante. Un beau jour, je me suis dit, est-il possible que ce soit le fractionnement infinitésimal, enfin des tout petits points, dont certains peuvent aller jusqu'à un 20e ou un 30e de millimètre. J'ai commencé à faire des toutes petites touches en contrôlant l'effet lumineux progressivement. Et là, l'effet était extraordinairement différent. La technique de Léonard de Vinci, découverte par Jacques Franck, est très complexe. Une fois tracée la forme générale, de minces couches de peinture créent d'abord un éclairage très contrasté. Cette étape est ensuite perfectionnée avec des hachures qui vont unir les ombres aux lumières. Il ajoute alors un voile de peinture translucide qui estompe en partie les hachures. Ensuite, il unifie en fondant ton sur ton avec des points microscopiques. Une vingtaine de couches de voile et de points sont nécessaires pour produire l'effet final, sans aucune trace de pinceau visible. Ségolène Bergeon-Langle, auteur d'un dictionnaire faisant autorité sur les techniques picturales, vient de valider l'hypothèse de Jacques Franck. Cette hypothèse, je vous dis, tient le coup. C'est-à-dire qu'elle prend le relais de ce que la science ne peut pas démontrer. Elle correspond à l'histoire, elle correspond au texte. Les photos de très près montrent que l'endroit de sfumato très riche, très moelleux des visages sont obtenus par des juxtapositions de points et de traits extrêmement fins dans la Joconde du Prado. Effectivement, en observant la Joconde du Prado, peinte par un élève de Léonard avec sa technique, apparaissent des petits points microscopiques. Au Louvre aussi, Vincent Pomarède s'interroge sur la manière dont Jacques Franck a découvert la technique de Léonard. Il a sûrement pénétré en fait dans l'intimité de cet artiste, et ça c'est quelque chose de très émouvant. Et dans le cadre de la commission de restauration de la Sainte-Anne, évidemment, cette expertise était très intéressante pour nous parce qu'aucun des autres membres de la commission ne la possédait. Il y avait des historiens d'art, des restaurateurs, des ingénieurs, mais il n'y avait pas quelqu'un qui avait eu cette intimité de l'œuvre de Léonard. Quelle intimité surnaturelle avec le grand maître mort il y a 5 siècles a permis à Jacques Franck de percer son secret. Depuis qu'il a découvert la technique de Léonard, Jacques Franck ne cesse de la reproduire sur ses propres œuvres. Il s'offre même le luxe de refaire le visage d'une œuvre inachevée de Léonard. Le résultat est troublant. Et ça vous a pris combien de temps? Là, on peut dire qu'il y a 1 mm² utile par jour. Une dizaine d'heures. Par millimètre carré? Ouais. C'est grâce à votre patience, à votre ténacité qu'on sait aujourd'hui pourquoi Léonard a fait si peu de tableaux? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est le seul tableau de Léonard de Vinci du XXe siècle. Mais Jacques Franck ne se contente pas de reproduire les tableaux du maître avec les techniques du XVe siècle. Pour prouver sa maîtrise, il va se lancer un défi déconcertant. Alors ça, c'est la Sainte-Anne que vous avez fait au crayon de couleur? Oui. Pendant 3000 heures. 3000 heures de travail. Quand les experts de Léonard ont vu ce tableau, quelle a été leur réaction? Dans l'ensemble, une réaction de stupéfaction. Ah oui. J'ai été reçu pendant 1h30 dans le bureau du président-directeur du Louvre. Il l'a regardé pendant environ 1 heure, sous toutes les coutures, en lumière rasante, etc. Et j'ai eu presque l'impression qu'il cherchait à savoir si c'était pas une photo ou s'il n'y avait pas un procédé quelconque.
le mystère de la Joconde a donné naissance à un nouveau mystère. Pourquoi Jacques Franck est-il le seul à avoir découvert le secret de sa technique? Qui lui en a soufflé le procédé? Il ne prononce jamais le mot de réincarnation, mais comment expliquer alors cette connexion totale avec l'œuvre du maître? Retour en Louisiane. Depuis qu'il a 2 ans, James Leininger fait le même cauchemar. Il est aux commandes d'un avion qui s'écrase en pleine mer. 3 noms ont émergé de son rêve, le Natoma, un porte-avions américain, Iwo Jima, une île japonaise, et celui de Jack Larsen, un pilote. Fait incroyable, le porte-avions, l'île et le pilote de ses cauchemars ont réellement existé. Mais pourquoi le petit James signe-t-il ses dessins James 3. Bruce, son père, poursuit son enquête au sein d'associations d'anciens combattants. Il retrouve des survivants qui ont servi sur le Natoma. Les souvenirs des vétérans vont enfin le mettre sur une piste. Quand je suis revenu de la Réunion, j'étais capable de dire qui étaient les hommes que j'avais sur ma liste. Mais personne à la Réunion ne pouvait me dire grand-chose sur ces hommes. Est-ce qu'ils avaient servi dans le même escadron? Ils n'en savaient rien. À l'exception d'une chose. Un homme du Natoma Bay avait été tué durant la bataille d'Iwo Jima. Et son nom était James M. Houston Jr. Notre James faisait des dessins, et il les signait par James 3. Une seule personne a été tuée à bord du Natoma Bay à Iwo Jima, et elle s'appelait James Houston Jr. On n'avait jamais vu le junior avant, on avait juste le nom, mais le junior en faisait le 2e. Et notre James devenait ainsi le 3e. Et ça collait. C'est lui qu'il fallait chercher, James M. Houston Jr. James Houston Jr. pourrait-il être l'homme qui hante les rêves du petit James? En suivant cette piste dans les archives militaires, Bruce retrouve la trace d'une attaque aérienne, le 3 mars 1945, sur l'atoll de Chichijima, un petit îlot au large d'Iwo Jima. Il a récupéré le croquis de l'attaque. 8 pilotes étaient engagés. Parmi eux, un certain James Houston, dont l'avion fut abattu. James Houston est le seul homme mort ce jour-là. Son nom figure au registre des pertes. Et le pilote qui volait à ses côtés n'est autre que Jack Larsen. Jack Larsen a donc assisté à la mort de James Houston. Comment James peut-il connaître le nom de ce pilote qui a combattu il y a près de 70 ans à des milliers de kilomètres de chez lui? Vous pouvez voir ici James Houston. Bruce parvient enfin à mettre un visage sur cette ombre qu'il traque depuis 3 ans. Le trouble grandit encore lorsque Bruce compare une photo récente de son fils avec celle du pilote décédé. Le menton, les cheveux. Non seulement ils se ressemblent, mais en plus ils portent le même prénom, James. La boucle est bouclée. L'aviateur James Houston semble avoir transmis une partie de ses souvenirs dramatiques à ce jeune garçon américain, 70 ans après sa mort. Des souvenirs qui se révèlent d'une précision stupéfiante. Chaque détail que James nous donnait, quand je vérifiais, c'était exactement comme il l'avait dit. Par exemple, il disait « Mon avion a été touché au moteur ». J'ai trouvé 4 témoins visuels du crash. Tous ont exactement décrit ce qu'il avait vu en rêve. Tu as donné des sueurs froides à ton père. C'est vrai que je me souviens de l'avoir vu dans son bureau 9 ou 10 heures d'affilée. Et la porte était fermée, et il écrivait des trucs et disait « Oh mon Dieu !» Mais James n'a pas fini de surprendre ses parents. Pour ses 3 ans, James a reçu un G.I. Joe. Pour Noël ou son anniversaire, je ne me souviens plus très bien, le G.I. Joe avait les cheveux bruns. Et James l'a appelé Billy. Ça, c'était un bon nom de soldat, Billy. 6 mois plus tard, il a eu un 2e G.I. Joe. Et celui-là avait les cheveux blonds. Et il l'a appelé Léon. Léon? C'est un drôle de prénom. Encore 6 mois plus tard, il en a eu un 3e. Et celui-là était roux. Il l'a appelé Walter. C'est en parcourant la liste des pilotes morts sur le Natoma que Bruce va comprendre l'origine de ces prénoms étranges. Léon, Walter et Billy ont tous les 3 réellement existé. Et ce que Bruce découvre est tout simplement hallucinant. Léon Connor.
comme le soldat aux cheveux blonds. Quand vous parlez de G.I. Joe, vous parlez de quel G.I. Joe? Quand il a nommé son G.I. Joe Léon, c'est lui? Eh bien, c'est lui. Je vais vous trouver la photo de Billy Peller. Voici le premier G.I. Joe. J'ai une photo de Walter Devlin, mais elle n'est pas en couleur. On sait qu'il était roux, à cause de son surnom. Il mesurait 2,10 m. Il était donc trop grand pour rentrer dans l'avion. On l'appelait le grand rouquin à cause de ses cheveux. Quelle explication vous a donné votre fils pour avoir donné ce nom-là? Il m'a dit, ce sont eux qui m'ont accueilli quand je suis arrivé au paradis. Et il a choisi des G.I. Joe qui avaient les mêmes couleurs de cheveux. Et vous avez vérifié qu'ils étaient morts avant lui? Tous les trois sont morts avant lui. Ils étaient tous du même escadron. Ils étaient donc amis. Si on calcule la probabilité que ça soit le hasard. Oui, je vous laisse imaginer. Ça dépasse l'entendement. Quand vous avez réalisé ça, vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti? Ouais, encore une fois, j'ai eu l'impression que mon cerveau était en train de fondre. Quoi? Comment un truc pareil peut m'arriver? Mais c'est un fait. Un fait objectif. L'enfant a donné à ses trois soldats le prénom des pilotes qui volaient avec James Huston. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas tout. Le jeune garçon va délivrer à ses parents d'autres informations inexplicables. La famille Leninger rencontre Annie Huston, la sœur du pilote décédé. Quelques semaines plus tard, Bruce a la surprise de recevoir un colis. Il y avait un paquet devant la porte. Je l'ai ouvert et il y avait ce dessin avec un petit mot. Cher James, j'espère que c'est le dessin que tu m'as demandé. C'est le seul dessin de moi fait par ma mère. Le petit James Leninger a donc demandé à Annie de lui envoyer une aquarelle dont personne ne connaissait l'existence. Aquarelle réalisée par la mère de James Huston 90 ans plus tôt, à des milliers de kilomètres de là. En dehors d'Annie, les seules personnes qui connaissaient ce dessin sont décédées. Mais un nouvel événement extraordinaire est sur le point de changer la vie de James et de sa famille à tout jamais. Retour auprès de Jacques Franck, le seul homme à avoir percé le mystère de la Joconde. Il est appelé à la Galerie des Offices de Florence, en Italie, pour donner son avis sur la restauration d'un tableau inachevé de Léonard de Vinci, l'Adoration des mages. Ce tableau vit en moi comme s'il était là depuis toujours. J'ai l'impression qu'à un moment donné du temps, c'est moi qui l'ai peint. J'ai une familiarité avec ce tableau comme si c'était quelque chose qui m'appartenait. Seuls de rares privilégiés sont autorisés à franchir ces portes. Ici, on répare des œuvres de plusieurs siècles avec une précision de quelques microns. Le conservateur des lieux tient à s'entourer d'experts, car la moindre erreur serait irrécupérable. Les restaurateurs doivent respecter l'originalité du peintre pour qu'un large public puisse comprendre comment Léonard peignait. Jacques, dites-moi. Celui qui demande son avis à Jacques Franck s'appelle Carlo Pedretti. Il est le spécialiste mondial de Léonard de Vinci et a écrit pas moins de 52 livres d'expertise sur le grand maître. Qui mieux que lui peut porter un avis sur le travail de Jacques Franck et sur ce lien étrange qui le lie à Léonard? Vous vous souvenez de votre première rencontre avec Jacques Franck? Avez-vous été surpris par ses dessins? Pendant un moment, j'ai pensé que c'était quelque chose qui venait d'une autre dimension. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que c'était tellement extraordinaire. C'était comme voir des dessins de Léonard lui-même. C'était une expérience extraordinaire pour moi. Pour vous, il est le seul à être capable de reproduire les toiles de Léonard? Autant que je sache, oui. Dans le cas de Monsieur Franck, vous êtes troublé. Ça ressemble vraiment à du Léonard de Vinci. Jacques Franck n'est pas seulement un impressionniste. C'est vraiment un peintre de la Renaissance. Et il y a du Léonard dans son esprit et dans ses mains. Il a établi un contact et il est devenu
Un nouveau Léonard de Vinci. Carlo Pedretti est le plus grand expert au monde de Léonard de Vinci. Et il vient d'affirmer ce que Jacques Franck lui-même n'a jamais osé formuler. Jacques Franck serait un nouveau Léonard de Vinci. Lorsque l'on compare les œuvres des deux peintres, le résultat est stupéfiant. Par quel phénomène surnaturel Jacques Franck a-t-il réussi à percer le mystère de la technique de Léonard de Vinci? Il est le seul au monde, 500 ans après la mort du maître, à pouvoir la reproduire à l'identique. Mais lui, comment explique-t-il ce prodige? Pardonnez la question, mais il y a beaucoup de gens qui disent avoir été Napoléon. Léonard est aussi quelqu'un qui inspire énormément de monde. Vous vous situez comment par rapport à ça, vous? Je ne me situe pas, parce que c'est secondaire. De toute façon, on ne peut pas recommencer le temps. Donc je ne peux pas être Léonard. Léonard est un personnage du XVIe siècle. Et moi, Jacques Franck, je suis un personnage du XXe siècle. Maintenant, on peut dire que ce qui s'est passé dans cette expérience extraordinaire de rencontre avec Léonard, c'est que le mur du temps s'est aboli. C'est-à-dire que je porte son œuvre en moi, je peux la continuer, je peux l'expliquer et la transmettre. Ça reste tout de même totalement mystérieux. Pourquoi ai-je été celui qui a, en quelque sorte, ouvert la porte secrète de la Joconde? Ça, je ne peux pas répondre à ça. Et comment répondre à une telle question? Le mot réincarnation n'est jamais prononcé par Jacques Franck. Pourtant, ni les siècles écoulés ni les frontières ne semblent pouvoir séparer Léonard de Vinci, génie universel, de Jacques Franck, peintre contemporain. J'achève mon enquête auprès de la famille de James Leininger qui, à l'âge de 7 ans, fait toujours des cauchemars d'avions détruits en plein vol. Ses parents savent désormais que les souvenirs de James appartiennent à un pilote américain, James Houston, mort il y a 70 ans au Japon, près d'Iwo Jima, pendant la guerre du Pacifique. Après avoir longtemps hésité, la famille de James décide de se rendre sur les lieux du crash. Les cauchemars de James vont-ils enfin cesser? Ça a été très éprouvant mais bénéfique pour James. Il était très ému pendant la cérémonie. Adieu, James Houston. Je te salue. Quand ma mère m'a dit de dire au revoir à James Houston, j'ai juste pas pu m'empêcher de pleurer. Et de pleurer sans arrêt. Il s'est mis à sangloter. Il s'est collé contre moi et il a pleuré pendant 20 minutes. Et quand on est revenu sur le rivage, c'était un autre enfant. Il s'était libéré de toute cette mémoire, cette douleur, il avait tout laissé là-bas. C'est maintenant derrière lui. C'est comme ça quand on grandit. On laisse des choses derrière et on va de l'avant. Regardez-moi ce joli sourire. Tout va bien, mon cœur? Ouais, il va très bien. Aujourd'hui, tu ne te souviens de rien? À partir de ce moment-là, la mémoire et les cauchemars se sont arrêtés. Quand on est revenu, on était à San Francisco et j'ai fait un dernier dessin. Un dessin paisible. Plus de guerre, plus de destruction. Un dessin de paix et de sérénité. Après cette cérémonie, je suis devenu une autre personne. J'avais l'impression de ne plus porter ce fardeau. C'était sorti de moi. Je me sentais comme nettoyé. J'avais l'impression d'être couvert de papillons. J'étais serein comme quand on contemple un ciel dégagé. James Leininger est désormais un adolescent comme les autres, ou presque. De retour du Japon, il fait à ses parents une révélation qui donne tout simplement le vertige. Il y a quelques années, on a eu l'ouragan Lily. Il y avait des branches partout. Pendant que je nettoyais le jardin, James jouait avec les feuilles. Et à un moment, on a fait une pause. Et je lui ai dit de venir près de moi. Je veux te faire un câlin. Je lui ai dit, je suis si content que tu sois mon fils. Tu es tellement mignon. Il était comme d'habitude et il m'a répondu, je savais que tu serais un bon papa. Je savais que tu serais un bon papa quand je t'ai choisi. Quand tu m'as choisi. Oui.
Quand je t'ai trouvé, toi et maman, je vous ai choisi car je savais que vous seriez de bons parents. Que veux-tu dire par « tu nous as trouvés » Et il m'a répondu « je vous ai trouvés à Hawaï ». Alors j'ai pris une grande respiration. J'étais prêt à prendre un nouveau coup. Qu'est-ce que je vais encore entendre? Alors je lui ai demandé « où est-ce que tu nous as trouvés ?»« Je vous ai trouvés à Hawaï, m'a-t-il dit, au Big Pink Hotel. » J'ai retenu mon souffle. Et qu'est-ce qu'on faisait au Big Pink Hotel? Il m'a répondu « vous étiez en train de dîner sur la plage et c'est là que je vous ai choisi. » Je suis allé à Hawaï avec Andrea pour célébrer notre 5e anniversaire de mariage. Et nous avons effectivement séjourné au Big Pink Hotel. Nous avons dîné pour fêter notre anniversaire de mariage sur la plage. C'était 6 ou 7 semaines avant qu'il ne soit conçu. C'est là que nous avons décidé d'avoir un bébé. C'était notre 5e anniversaire. On s'est dit, OK, il est temps de penser à la famille. Et 6 semaines plus tard, j'étais enceinte. Fait bizarre d'imaginer votre fils planer au-dessus de vous, non? Je sais. Oui, c'est... Quand James a dit nous avoir choisis parce que nous serions de bons parents, c'est parce qu'il savait que nous l'écouterions. Dans ces cas de réincarnation que je rejetais avant et auxquels je crois maintenant, si des gens reviennent, c'est toujours dans un but précis. Il a pensé que nous serions de bons parents, prêts à l'aider, prêts à faire connaître et partager son histoire, à dire « ça s'est vraiment passé comme ça ». Et il y a des leçons à en tirer. L'histoire de James Leininger est inouïe. Il détient des souvenirs d'une vie passée avec une foule de détails, tous vérifiables. À présent, il révèle même avoir choisi ses parents avant sa conception. Par quel prodige d'expliquer ces récits d'une extrême précision. Et aujourd'hui, tu penses être qui? James, tout simplement. James Leininger. Juste moi. Mais James Houston a l'air pas mal présent encore. Quel est ton lien avec lui? Spirituellement, on reste connecté. Parfois, je le sens présent. Et parfois, il est parti. Il y a parfois des choses qui surgissent dans mon esprit. Je me demande d'où ça vient. Et c'est quoi qui surgit dans ton esprit, par exemple? Des flashbacks furtifs de l'avion dans l'eau. C'est arrivé 2 ou 3 fois. J'ai parfois visualisé le Natoma Bay, ses amis ou sa famille. C'est difficile de vivre avec, non? Non, pas vraiment. La plupart du temps, j'ai des pensées normales. L'ouverture d'esprit des parents de James leur a permis de vivre cette expérience sans traumatisme. Mais pour Jim Tucker, cela aurait pu être beaucoup plus difficile. Ici aux États-Unis ou en Europe, quand un petit garçon ou une petite fille semble rapporter des choses qui ressemblent à une vie antérieure, ça peut être problématique, non? Les parents sont embarrassés. Ça fait quand même bizarre. C'est compliqué pour les familles, parce que l'enfant leur dit « vous n'êtes pas mes parents ». Mes parents ne vivent pas ici. C'est pourquoi nous les encourageons, même s'ils n'y croient pas, à au moins respecter ce que dit l'enfant. Vous pensez qu'on devrait mieux écouter nos enfants en Occident? Oui, mais d'une façon qui aide l'enfant à aller de l'avant et à se concentrer sur sa vie actuelle. Maintenant, tu es en sécurité avec nous. Tu dois vivre ta vie. D'autres parents auraient pu passer à côté de l'incroyable histoire de James Leininger. Mais Bruce et Andrea ont su être à l'écoute de leur fils. James, don't torment the cat. I'm tormenting the cat. Aujourd'hui, la vie a repris un cours normal dans la maison des Leininger. Les parents de James n'ont plus à se tourmenter pour leur fils. Il a désormais 15 ans. Il fréquente un collège et mène une scolarité normale, comme des milliers d'adolescents de son âge. Il est parfaitement intégré dans son groupe scolaire, il n'est pas marginalisé. Qui pourrait penser, en voyant ce jeune homme entouré de ses amis, qu'il fut le centre de la plus incroyable expérience de transmission de mémoire étudiée à ce jour? Rien, à part peut-être les dizaines de petits avions qui ornent sa chambre, en souvenir d'un drame passé. Ce récit extraordinaire, de par son incroyable quantité de faits vérifiés et avérés,
fait du cas de James Leininger l'expérience de transfert de mémoire la plus documentée à ce jour. Mais c'est loin d'être la seule. Comment peut-on avoir des souvenirs appartenant à une personne décédée? On ne peut prouver ni rationnellement ni scientifiquement que la réincarnation est possible. Mais la persistance de quelque chose après la mort semble désormais une hypothèse envisageable. Pour l'instant, il n'existe pas d'autre explication. Il est peut-être temps d'y réfléchir.